À ton avis, l'homme le plus riche de Chine, il fait donc quoi? Oublie Internet, l'énergie ou encore les voitures électriques. Car la plus grosse fortune chinoise n'a pas été bâtie avec tout ça. Elle a été bâtie avec de l'eau. Oui, de l'eau. Le produit le plus banal du quotidien. Le genre de truc que personne ne respecte, que tout le monde achète sans même réfléchir et qui, entre les mains de cet homme, est devenu un empire colossal. Et c'est ça qui rend l'histoire qu'on verra aussi intéressante. Parce qu'on ne parle pas d'un patron superstar avec un visage qu'on voit partout, ni d'un milliardaire qui passe son temps à faire le show. En Chine, on lui a donné un surnom, le loup solitaire. Et plus tu regardes son parcours, plus ce surnom lui colle parfaitement. Un homme discret, opaque, invisible, qui prend toutes ses décisions seul, sans consensus et qui a compris avant tout le monde qu'un besoin du quotidien peut devenir une machine industrielle gigantesque. Son nom, Zhong Shanshan. Et derrière ce nom, il n'y a pas seulement un milliardaire de plus. Il y a une autre manière de regarder la Chine. Pas seulement la Chine des robots, de l'IA ou des batteries, mais aussi celle qui sait prendre quelque chose d'ordinaire et le transformer en une puissance économique monstrueuse. Et quand on remonte le fil de son histoire, on découvre qu'avant l'Empire, il y a d'abord eu la chute. Zhong Shanshan naît en décembre 1954 à Hangzhou, dans la province du Zhejiang. À l'origine, il n'est pas issu d'un milieu complètement extérieur au cercle intellectuel de son pays. Son père, Zhong Yangji, est journaliste puis cadre de propagande. Dès 1949, il travaille au Zhejiang Daily comme éditeur, puis occupe des fonctions à la radio du Zhejiang avant d'exercer des responsabilités dans les sciences sociales de la province. Zhong grandit donc dans un univers lié à l'écriture, à l'information et à l'appareil culturel d'État. Mais cette base va être pulvérisée par la révolution industrielle. Dans les années 1960, son père est étiqueté de droitier, comme des millions d'autres intellectuels dans le pays à l'époque. À partir de là, ce n'est plus seulement une carrière qui s'effondre, c'est toute une famille qui bascule. Sa famille et lui sont envoyés à la campagne, dans la région du Jiudi, leur village ancestral. Avec ce déplacement massif, Zhong quitte l'école primaire à 12 ans. La chute est brutale. Plus tard, il parlera lui-même de longues années passées comme paysan avant d'enchaîner des chantiers comme maçon et charpentier. Pas de réseau, pas de capital, pas d'ascension évidente. Seulement le travail physique, répétitif, pénible et cette familiarité précoce avec la fragilité des positions sociales. Ce détail change tout dans la lecture de sa trajectoire. Zhong n'est pas seulement un entrepreneur parti de peu, il est le fils d'un milieu intellectuel tombé en disgrâce. Un enfant propulsé dans la rudesse d'un monde où il a fallu d'abord encaisser avant d'apprendre à construire. Petit rappel avant de continuer, je tiens à vous parler d'Holacraft, notre plateforme 100% dédiée au développement de compétences dans le domaine du numérique. Vous y trouverez des cours pratiques sur comment se lancer sur YouTube en évitant les erreurs qui peuvent vous coûter cher, ainsi que des formations sur la création de miniatures comme MrBeast ou Yomi Denzel, mais aussi des formations en dessin, en animation, en écriture et bien d'autres. Je laisse le lien en description et en commentaire épinglé. Faites-y un tour. À la fin des années 70, la situation s'apaise. Son père est réhabilité, la famille peut revenir à Hangzhou. Pour Zhong, ce retour n'est pas encore une réussite. Il tente de renouer avec ses études. Il échoue 2 fois aux examens d'entrée classiques, puis finit par rejoindre la Zhejiang Radio and TV University pour étudier le chinois. Ensuite, il devient journaliste au Zhejiang Daily. Là encore, un fil discret le relie avec son père. Le monde de l'écriture, de l'observation du langage et du récit. Pendant 5 ans, il parcourt plus de 80 comtés et interviewe plus de 500 entrepreneurs. Ce passage est décisif. Avant de devenir patron, Zhong observe ceux qui le sont déjà. Il voit la Chine des réformes se transformer sous ses yeux. Il voit des gens créer, vendre, distribuer, résister, prendre des risques, perdre, recommencer. Il comprend alors que la Chine qui émerge ne sera pas seulement industrielle ou politique, elle sera commerciale. Et dans un pays qui change aussi vite, celui qui comprend le comportement de consommation possède déjà une longueur d'avance. En 1988 donc, Zhong quitte le journalisme et part à Hainan, alors l'un des plus grands terrains d'opportunité de la Chine réformatrice. Ses débuts dans le business sont tout sauf élégants. Il vend des champignons, des crevettes et même des tortues. Puis, il passe à des suppléments de santé, notamment des pilules à base de viande de tortue. Il devient aussi un agent commercial pour Wahaha, l'un des géants chinois des boissons. Cette période lui apporte quelque chose de beaucoup plus utile qu'un statut. Le sens concret du marché.
comment un produit circule, comment il se vend, comment une marque s'installe, comment un consommateur se décide. Il accumule un instinct commercial de terrain. C'est aussi là que se prépare, sans qu'on le perçoive encore, la future guerre de l'eau. Parce qu'avant de devenir une menace pour les grands acteurs du secteur, Jong passe par l'univers de ceux qui le dominent déjà. Autrement dit, avant d'entrer dans l'arène, il observe les gladiateurs de près. En 1996, Jong fonde Nongfu Spring à Hangzhou. Le nom signifie « eau du paysan ». À l'époque, le contexte joue en sa faveur, car en Chine, l'eau du robinet est souvent mauvaise. Jong comprend alors qu'il ne faut pas seulement vendre de l'eau en bouteille, mais vendre une eau perçue comme plus pure, plus sûre et plus naturelle. Son idée est simple mais redoutable. Proposer une eau directement prélevée à la source, liée à de vrais sites naturels et construire toute sa marque autour de cette promesse. Nongfu Spring se présente comme une eau pure, saine, venue directement de la nature. Son packaging rouge est simple et immédiatement reconnaissable. Le marketing insiste sur les origines réelles de l'eau, sur la montagne, sur la source et sur le fait que cette eau vient d'un lieu identifiable, pas d'un procédé industriel. Mais le vrai basculement arrive en 1999. À ce moment-là, les concurrents mettent en avant des eaux très purifiées, voire distillées. Pour eux, plus on enlève de choses à l'eau, plus elle est censée être propre, donc meilleure. Ils ont choisi tout l'inverse. Nongfu Spring décide de ne pas retirer les minéraux naturels de son eau. Là où les autres vendent la purification maximale, lui, il vend la naturalité. C'est un choix coriace pour l'époque, mais qui donne à sa marque sa singularité. Nongfu ne se contente plus d'exister sur le marché, elle impose une définition de la bonne eau. Une eau de qualité n'est plus celle qu'on a le plus transformée, mais celle qui a le plus gardé sa composition naturelle. À partir de là, la guerre de l'eau commence vraiment. Et Zong pousse la logique jusqu'au bout. Nongfu Spring ne vend plus seulement une eau en bouteille. Elle vend une origine, des sources, des montagnes, des réservoirs, des paysages. Chaque bouteille raconte implicitement qu'elle vient de quelque part. Dans un secteur où les produits peuvent sembler interchangeables, cette idée fait toute la différence. Et en quelques années, la marque s'impose. Nongfu devient le leader du marché chinois, puis domine aussi les boissons emballées pendant plusieurs années. L'activité se révèle même plus rentable que des secteurs historiques comme le lait ou l'alcool. Ce qui semblait n'être qu'une eau en bouteille devient en réalité l'un des empires de consommation les plus puissants de Chine. Puis arrive 2020 et la trajectoire de Zhong Shangshang change d'échelle. Parce que Nongfu Spring n'est pas son seul levier. Il contrôle aussi Wantai Biological Pharmacy, une entreprise de diagnostic biologique qu'il avait rachetée en 2001 via Yang Shengtang pour 17,1 millions de yuan, alors qu'elle était presque en faillite. Il n'y a aucune évidence ici parce qu'à l'époque, peu déjà auraient parié sur cette petite société spécialisée dans les réactifs et les tests infectieux. Mais Zhong Shangshang la garde, la restructure, puis lance en 2002 la recherche et le développement d'un vaccin HPV bivalent, efficace contre 70% des infections à l'origine du cancer du col de l'utérus. En 2019, l'entreprise obtient finalement l'autorisation de commercialiser le premier vaccin HPV chinois, le Sécoline. Ce détour par Wantai change absolument tout et ce n'est pas une façon de parler. Parce qu'en 2020, au moment où la pandémie Covid bouleverse le monde, la société profite à plein de la demande en tests diagnostiques. Wantai entre alors en bourse en avril de cette année-là et son action enchaîne une série spectaculaire de hausses. Quelques mois plus tard, en septembre, c'est au tour de Nongfu Spring d'entrer à la bourse de Hong Kong. L'opération est un simple triomphe. Environ 1,1 milliard de dollars levés et un titre qui s'envole dès les premiers échanges. En quelques mois, Zong bénéficie donc de deux moteurs en même temps. D'un côté, une marque d'eau déjà ultra dominante en Chine, de l'autre, une société pharmaceutique relancée presque 20 ans plus tôt, désormais portée par le Covid, les diagnostics et les vaccins. Cette double poussée propulse sa fortune dans une autre dimension. En janvier 2021, il atteint environ 95 milliards de dollars et devient l'homme le plus riche de Chine et même d'Asie. Il restera à la tête du classement pendant 5 années. Ce qui rend Zhong encore plus particulier, c'est la manière dont il exerce ce pouvoir. Il reste en retrait, il parle peu, il apparaît peu et surtout, il garde la main. Après l'introduction en bourse de Nongfu en 2020, il détient encore autour de 84% de l'entreprise. Ce chiffre est rarissime en bourse, très au-dessus des 8% de Ponima, fondateur de Tencent, ou des 5% de Jack Ma. Cela signifie qu'il ne dépend pas de la même manière que d'autres patrons de la pression permanente du court terme. Il peut maintenir sa vision, protéger son récit de marque, refuser certaines logiques qui sont dictées uniquement par le rendement immédiat. Cette structure explique aussi la cohérence de son empire. Ce n'est pas une réussite fragmentée, c'est une puissance organisée autour d'un centre, porté par un homme qui agit moins comme un simple manager coté que comme un propriétaire souverain, comme un véritable loup solitaire.
Bien sûr, une telle puissance attire aussi des controverses. En 2024, Jong et Nongfu Spring font face à une vague d'attaques nationalistes en ligne. Le packaging de la marque est accusé d'avoir une esthétique trop japonaise. D'autres remettent en cause son patriotisme, notamment à cause du passeport américain de son fils. S'ajoute à cela une tension autour de son image, de certaines rivalités symboliques et des critiques sur l'exploitation des ressources en eau. Ce passage est intriguant parce qu'il montre quelque chose de plus large sur la Chine contemporaine. À partir d'un certain niveau de revenus, une entreprise n'est plus seulement une entreprise. Elle devient un symbole national, donc une cible potentielle. Et dans ce climat, même un produit aussi banal que de l'eau en bouteille peut se retrouver aspiré dans des tensions sur l'identité, le patriotisme et l'image du pays. Ok, au moment où j'écris cette vidéo, Zhong Shangshang n'est plus exactement le plus riche de Chine. Il est récemment passé deuxième, dévancé de très peu par Jiang Yingming, CEO de ByteDance, la société derrière TikTok. Leurs fortunes respectives sont quasiment identiques, avec un écart de seulement quelques centaines de millions, entre guillemets. C'est quand même intéressant, les deux hommes les plus riches du pays s'appellent Zhong et Jiang. On salue le jeu de noms. Mais ceci ne change absolument rien au récit car l'histoire de Zhong Shangshang dit aussi quelque chose de la Chine moderne. Pas seulement de sa richesse, mais de sa capacité à faire émerger des empires gigantesques dans des secteurs que le reste du monde juge parfois trop simples pour être stratégiques. On parle d'un homme passé des chantiers au sommet du capitalisme chinois, non pas grâce à une technologie futuriste, mais en comprenant avant les autres comment transformer un besoin quotidien en une puissance industrielle. Et c'est peut-être ça le plus intéressant. Derrière les grandes démonstrations technologiques chinoises qu'on commente souvent sur cette chaîne, il y a aussi ce genre d'histoire plus silencieuse, plus terre à terre, mais tout aussi révélatrice et représentative. Le fils d'un intellectuel brisé par l'histoire, devenu l'homme qui a fini par posséder l'eau.